Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous ce dimanche soir. On a ce projet depuis longtemps de donner une voix à ces laits et à ces fables de Marie de France. C'est un projet qu'on a avec France Culture et cette soirée sera retransmise à la rentrée par France Culture. Et avant de donner la parole aux actrices, on a la chance d'avoir avec nous Françoise Morvan qui a traduit ces fables et ces laits de Marie de France et qui nous a permis de les lire la première fois et qui nous a donné envie de les partager avec vous. Alors je te laisse un peu la parole pour que tu nous racontes un peu qui est Marie de France. Alors là, ce serait vraiment difficile étant donné que personne ne le sait. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a tenu à signer son dernier recueil, son recueil de fables, en disant « Marie est non et suis de France ». Et on sait qu'elle s'appelait Marie, et du fait qu'elle disait qu'elle venait de France, elle vivait en Angleterre, et la preuve en est également le fait que dans certains de ses laits, elle donne la traduction du breton et de l'anglais des termes qu'elle emploie. Elle vivait donc à la fin du XIIe siècle, et elle a dû écrire ses laits vers 1160, peut-être 1170. Ensuite, elle a publié son recueil de fables et ensuite une traduction d'un texte religieux, si l'on veut, et fantastique en même temps, qui s'appelle Le Purgatoire de Saint Patrick ou de Saint Patrice, selon la traduction. Ce qui est prodigieux dans l'histoire de cette énigmatique Marie, qu'on a appelée ensuite Marie de France au XVIe siècle, puisqu'on ne savait rien de plus d'elle, c'est qu'elle ouvre la littérature française à la poésie la plus ancienne, la poésie celtique des laits et la poésie gréco-latine des fables, mais en même temps une poésie d'origine complètement inconnue pour la deuxième moitié de son recueil de fables. Elle explique elle-même son itinéraire qui a consisté à faire passer des textes anciens, bretons ou autres, en les mettant en rime et en roman, comme elle le dit, c'est-à-dire en français, de manière à leur faire passer les siècles. Donc c'est un travail de mémoire, c'est un travail de traduction. Elle est donc la première poétesse française et elle est le premier auteur aussi à nous avoir fait connaître les laits, qui étaient donc des poèmes ou des récits, comme on préfère, d'origine celtique, puisque lait vient du terme gaélique qui signifiait poème ou chant. Voilà. Donc ce sont des récits poétiques. Plus étrange encore, elle décide de faire un recueil de fables, et le destin de ce recueil de fables est encore plus étrange, puisqu'il assure la renommée de Marie au Moyen-Âge. On a 33 manuscrits des fables, ce qui est absolument prodigieux, et les enluminures représentent Marie écrivant les fables, ce qui pour une femme est tout à fait exceptionnel au Moyen-Âge, où d'ailleurs les auteurs ne signaient pas et n'étaient pas représentés. Or, le destin des laits est étrange, puisque en 1820, la première édition des œuvres de Marie de France fait que les laits sont immédiatement reconnus comme un chef-d'œuvre européen et universel. Or, les fables, elles, tombent dans l'oubli, et reste en oubli, je dirais, jusqu'à maintenant, puisque, en fait, c'est la première fois que ces fables sont dites, la première fois au monde, tout simplement, puisqu'à partir de 1820, on considère que les fables sont un genre tout à fait secondaire et ne méritent pas d'intérêt. Ce qui fait que le livre le plus célèbre de Marie est un livre disparu. La Fontaine ne les connaissait pas, bien sûr, et les autres fabulistes non plus. Donc, en fait, vous serez les premiers à les entendre. Voilà. Merci. France Culture et la Comédie Française présentent Les et fables de Marie de France, enregistré en public le 24 juin 2012 au Théâtre Éphémère. Qui Deus a donné science et de parler bonne éloquence, ne s'en det désir nécessaire, un sedet volontiers mostrer. Quand uns grands biens est multoi, donc aprimes est-il fluris, et quand loes est de plusieurs, donc a espondius ses fleurs. Si Dieu vous a fait don de science et parlé de bonne éloquence, il ne le faut taire ou cacher.
ni au contraire le montrer. Quand un beau fait vient à se dire, déjà il commence à fleurir. Et s'il est loué de plusieurs, alors il s'ouvre dans sa fleur. Qui de vis se vuelt défendre, estudier deit et entendre, et grevos oeuvre commencière, par seu s'en peut plus éloigner, et de grandes douleurs délivrer. Qui du vice se veut défendre, se doit d'étudier, de comprendre, puis en œuvre ardue s'engager, afin de pouvoir éloigner la douleur et s'en délivrer. Ainsi ai-je d'abord pensé prendre en latin un bon récit, puis le mettre en français uni. Mais on l'aurait fort peu prisé. Tant d'autres l'ont déjà tenté. Je me suis souvenu des laits dont je pensais, dont je savais que ceux qui les avaient fait naître et par le monde fait connaître voulaient, remembrant, se garder des aventures racontées. Nombreux sont ceux que j'ai ouïs, et pour qu'ils ne soient en oubli, poème en ai-je fait, rimé, ce qui souvent m'a fait veiller. Le lait du chèvrefeuille. C'est mon bon plaisir que je veuille dire le lait du chèvrefeuille, et vous conter en vérité comme il fut fait, d'où il est né. Plusieurs m'ont rapporté jadis, et je l'ai aussi vu écrit, le dit de la reine et Tristan, qui s'aimèrent si bellement, d'un amour de douleur si lourd, qu'ils moururent au même jour. Le roi Marc était furieux, en contre Tristan, son neveu, qui aimait la reine d'amour, et l'avait chassé de sa cour. Dans son pays est-il allé, en Galles où il était né, 1 an est-il resté souffrir, sans jamais pouvoir revenir. Tristan est dolent et Marie, aussi quitte-t-il son pays. En Cornouailles il va tout droit, la reine vit en cet endroit. Et là, tout seul dans la forêt, fuyant quiconque le verrait, il attend le soir pour sortir chercher qui veuille l'accueillir. Des paysans, des pauvres gens lui ont donné hébergement. Près d'eux, il s'enquiert aussitôt. Que fait le roi? Quoi de nouveau? Ils ont entendu rapporter que les barons sont tous mandés. Ils vont venir à Tintagel pour la Pentecôte nouvelle, car grand fête va s'y tenir. Il y aura joie et plaisir, et la reine y sera aussi. Tristan l'apprend et se réjouit. Elle n'y pourra pas aller sans qu'il puisse la voir passer. Au jour dit du départ du roi, Tristan est revenu au bois, près du chemin de la forêt que le cortège emprunterait. Il coupe en 2 un coudrier, puis il l'ouvre en 4 quartiers, et quand il a fait ce bâton, au couteau, il écrit son nom. Si la reine en passant le voit, à ce signe comme autrefois, elle saura que son ami pour elle seule l'y a mis, car jadis il est advenu qu'ainsi l'est-elle reconnue. Ce que dit d'un mot cet écrit, ce qui lui mande et qui lui dit, c'est que longtemps il est resté, attendre et patiemment guetter, jusqu'à parvenir à savoir comment réussir à la voir, car sans elle il n'a pas de vie. Et lors, tous deux sont-ils unis, tel le chèvrefeuille enlacé avec le tendre coudrier. Tant qu'il est étroitement pris autour du fût où il se lie, ensemble peuvent-ils durer? Mais qu'on vienne à les séparer, le coudrier mourra bientôt, et le chèvrefeuille aussitôt. Or, bel ami ainsi de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. La reine s'en vient chevauchant, et regardant vers le versant, voit le bâton, sait le connaître et bien en distinguer les lettres. Au chevalier qui la menait et avec elle cheminait, elle ordonne de s'arrêter car elle entend se reposer. Ils font à son commandement,
Elle, s'éloignant de ses gens, appelle à elle sa suivante, Branguin, fidèle et bienveillante. S'écartant un peu de la voie, elle retrouve dans le bois celui qu'elle aime plus que tout. Et joie ont-ils, bonheur très doux. Il lui parle tout à loisir. Elle lui dit tout son plaisir, puis lui montre en quelle façon il obtiendra du roi pardon, car ce dernier a regretté de l'avoir ainsi congédié sur délation et calomnie. Lors, elle laisse son ami, mais au moment de se quitter, tous deux se mettent à pleurer. Puis Tristan s'en retourne en Galles, attendre un mandement royal. Et pour la joie qu'il avait eue de son ami qu'il avait vu, et pour ce qu'il avait écrit, comme la reine l'avait dit, pour que ces mots soient mémoriés, Tristan, qui savait bien harper, en fit jadis un nouveau-lait. D'un seul mot, je le nommerai. Gottlieb l'appellent les Anglais et Chèvrefeuille les Français. Telle est l'histoire en vérité du lait que je vous ai conté. Le loup et l'agneau. Certains jours, le loup et l'agneau buvaient au bord d'un clair ruisseau. Le loup à la source buvait, l'agneau en aval se tenait. Soudain, le loup, furieux, parla et grondant, grognant, déclara de sa grosse voix tout en rage: « Tu me fais ici grand dommage. » L'agnelet lui a répondu: « Seigneur, en quoi? Ne le vois-tu? Cette eau, tu me la troubles tant que je n'ai pas bu mon content. Je vais m'en repartir, je crois, comme je vins, la soif en moi. » Sur quoi l'agnelet lui répond: « Seigneur, vous êtes en amont. Par vous passez l'eau que j'ai bue. » « Quoi ?» dit le loup. « M'insultes-tu » Oh non, dit l'agneau. J'en suis loin. « Si, dit le loup. Je sais bien. Ainsi déjà faisait ton père à cette source ici naguère, il y a, je crois bien, 6 mois. Et donc, pourquoi s'en prendre à moi, si je n'étais pas né encore? » Pas né, dit le loup. Et alors? Je parle et tu dis le contraire? Ce n'était pas la chose à faire. Sur ce, le loup prend le petit, l'étrangle et de ses dents l'oxy. Ainsi font les riches seigneurs, vicomtes et juges sans cœur de ceux qui sont en leur pouvoir. Les rapaces, il faut les voir, les accusant pour les confondre, les faire en justice répondre, leur ôtant la chair et la peau, comme le loup fit de l'agneau. La souris et la grenouille. Fidèle aux sources de l'écrit, je vais parler d'une souris qui, active et d'esprit malin, vivait paisible en un moulin. Petit exemple à qui le veuille, un jour, assise sur le seuil, elle frisotait ses moustaches, les lissant des pattes sans tache. Sur ce, survient une rainette, par pur hasard, toute distraite, qui lui demande en grenouilleux si elle est dame de ces lieux. La souris lui dit: « Cher ami, oui, je suis dans ma seigneurie. Je possède en ma suggestion à peu près tous les environs, et peux, jour et nuit, à loisir, tout y faire à mon bon plaisir. Restez donc cette nuit chez moi. Je vous montrerai sur ma foi du haut de la meule et fort bien tous les charmes de ce moulin. De grains, de farine et de blé, des vilains vous serez comblés. » Nul besoin de plus de prière. Toutes deux s'assoient sur la pierre et se procurent à manger sans courir le moindre danger. La souris s'enquiert, fort aimable. « Vrai? Que pensez-vous de ma table? Était-ce bien? Soyez honnête. » Sans mentir, lui dit la rainette, tout était très bien préparé, mais manquait un peu de mouillé. En ce pré, là, dans un marais, nous aurions ce qui nous plairait. J'y ai moi-même ma maison. Cher ami, venez donc, partons.
vous y connaîtrez tant de joie que vous ne voudrez plus, je crois, revenir vivre en ce moulin. Elle parle tant et si bien, l'étourdit de tant de paroles, qu'elle a convaincu cette folle. Les voilà parties toutes deux. Mais le pré était tout bourbeux. La souris plonge, elle est mouillée. Elle a bien failli se noyer. Elle veut rentrer au moulin, mais pas moyen d'aller plus loin. La rainette pourtant l'appelle et la fait venir malgré elle, tant par amour que par prière. Les voilà devant la rivière. La souris bute et, s'arrêtant, dit à la rainette en pleurant: Non, là je ne peux pas passer, car moi je ne sais pas nager. Prends ce filin, dit la rainette. Noue-le à ton jarret, sois prête, moi je l'attacherai au mien, ainsi nous traverserons bien. Sitôt la souris harnachée, voici la rainette attachée. Au gué vont-elles. Hop, hop, dans l'eau. Mais c'est qu'au milieu du ruisseau, la rainette, pour la noyer, se met tout d'un coup à plonger. La souris s'égosille en cris. Elle se croit déjà périe. Sur ce, un milan survenant voit la souris s'époumonnant. Elle fermée, il fond sur elle, la prend et prend l'autre donzelle, toujours à son filin pendu. Et comme elle était bien dodue, n'écoutant que sa gourmandise, laissant la souris, il l'a prise. Voici la rainette gobée et notre souris délivrée. Le lait du bisclaveret. Puisqu'à présent je fais des laits, je n'oublierai le bisclaveret. Bisclaveret, disent les Bretons. Chez les Normands, garou, dit-on. En Bretagne était un baron, grande merveille en disait-on. Il était beau, bon chevalier, noble en l'art de se comporter, proche ami de son suzerain et aimé de tous ses voisins. Sa femme était digne, avenante, toujours aimable et souriante. Il l'aimait fort, et elle aussi. Mais elle avait un grand souci. Chaque semaine, il s'en allait, 3 jours pleins, et elle ignorait ce qu'il pouvait bien devenir. Nul des siens ne savait le dire. Or, un jour qu'il s'en revenait, d'humeur joyeuse, le cœur gai, voici qu'elle s'enquiert ainsi. Seigneur, fait-elle, doux ami, une question vous poserais bien volontiers si je l'osais, mais je crains tant votre courroux, je le redoute plus que tout. À ces mots, il l'a attirée, très fort serrée et embrassée. Dame, fait-il, demandez donc. Quelle que soit votre question, je répondrai si je le peux. Vrai, fait-elle, c'est très heureux. Seigneur, je suis si angoissée en ces jours où vous me laissez. J'en ai au cœur si grande douleur, et de vous perdre telle peur que si je n'en ai réconfort, bientôt j'y trouverai ma mort. Dites-moi donc où vous allez, où vous êtes et demeurez. Vous aimez ailleurs, je le crains. Si c'est ainsi, ce n'est pas bien. Dame, fait-il, par Dieu, pitié. Mal me viendrait de l'avouer, car votre amour se finirait, et moi aussi, je me perdrais. La dame, apprenant cette affaire, ne le prend pas à la légère, et si souvent l'a questionné, l'a tant flatté, tant cajolé, qu'il a fini par tout lui dire, sans rien cacher, sans lui mentir. Dame, je deviens bisclaveret. Je m'en vais dans cette forêt, et là, dans le profond du bois, je vis de rapines et de proies. Quand il lui a tout raconté, elle, alors, lui a demandé s'il allait nu ou bien vêtu. Dame, fait-il, je vais tout nu. Mais vos habits, qu'en faites-vous? Dame, je n'en dis rien du tout, car si jamais je les perdais, et si quelqu'un m'apercevait, je resterais loup pour toujours, sans plus avoir aucun recours, tant qu'il ne me serait rendu. Je ne veux donc que ce soit su. Il faut pourtant qu'elle réponde. Vous aimant plus que tout au monde, je veux que rien ne me cachiez, ni de moi ne vous défiez, car j'y verrai manque d'amour.
Or, quel tort ai-je, et ce tort si lourd, que vous ne me croyez en rien? Dites-le-moi, vous ferez bien. Elle le presse, insiste tant qu'il lui dit tout, entièrement. Dame, fait-il, près de ce bois, près du sentier où je fais voix, se trouve une vieille chapelle, et souvent j'ai recours à elle. Une large pierre creusée est là, sous un buisson, caché. Je place tout sous le buisson, jusqu'au retour à la maison. D'entendre chose si inouïe, la dame épouvantée rougit, et l'aventure l'effrayant pense et repense maintenant au moyen de fuir son mari et ne plus dormir près de lui. Un chevalier de la contrée l'a depuis fort longtemps aimée, ne cessant de la requérir et lui offrant de la servir. Elle ne l'a jamais aimée et ne lui a rien accordé. Lors, l'appelant par messager et lui ouvrant son cœur entier, « Ami, lui dit-elle, ayez joie. Ce mal que vous souffrez pour moi, sans plus tarder j'en finirai et plus ne vous refuserai. Prenez mon cœur, mon corps aussi, et faites de moi votre ami. » Il l'en remercie ardemment, accepte son engagement et à son tour lui fait serment. Elle lui dit alors comment son mari part, ce qu'il devient, puis lui enseigne le chemin qu'allant en forêt il a pris et l'envoie quérir ses habits. Ainsi fut Bisclaveret trompé et par sa femme condamné. Comme il disparaissait souvent, on en conclut communément qu'il s'en était vraiment allé. On le fit chercher, rechercher, mais sans trouver trace de lui. Puis les recherches ont fini et la dame a pu épouser celui qui l'avait courtisée. Or, voici qu'une année se passe et que le roi va à la chasse. Il va tout droit dans la forêt où demeure le Bisclaveret. À peine les chiens découplés, ils l'ont éventé, l'ont trouvé, et tout le jour, chiens et veneurs l'ont traqué avec tant d'ardeur qu'ils sont au bord de l'attraper, le déchirer et l'achever. Mais voyant le roi près de lui, il court lui demander merci. Il le prend par son étrier, lui baise la jambe et le pied. Le roi le voit, en a grand peur, et appelle tous les chasseurs. « Seigneur, fait-il, vite accourez, et ce prodige regardez. Cette bête qui s'humilie est comme un homme pris merci. Faites écarter tous les chiens, et vous, ne la blessez en rien. Elle a raison et jugement. Dépêchez-vous, allons-nous-en. Cette bête est ma protégée, pour lors je ne veux plus chasser. » Le roi s'en retourne à l'instant. Le Bisclaveret le va suivant, restant tout près, sans s'éloigner, se gardant bien de le quitter. Le roi l'emmène en son château. Ravi, trouvant cela trop beau. Jamais il n'a vu la pareille. C'est pour lui prodige et merveille. Il l'entoure de tous ses soins et recommande bien aux siens de veiller pour l'amour de lui à ne lui faire aucun ennui. Surtout, ne jamais le frapper, lui donner à boire et manger. C'est à qui le soigne et l'entoure. Près des chevaliers chaque jour et près du roi, il va coucher. Par tous aimé et apprécié, tant il est franc, doux, d'âme bonne et ne fait de mal à personne. Or, écoutez ce qui advint. À une cour que le roi tint, furent mandés tous les barons qui de lui tenaient fief en don. Le chevalier, nouvel époux de la femme du loup-garou, s'y est rendu, bien équipé. Jamais il n'aurait pu penser que le loup serait là, tout près. À peine entrait-il au palais que le Bisclaveret l'aperçut, et d'un élan sur lui courut. De ses dents, il le prend, le mord, et lui aurait fait mauvais sort si le roi ne l'avait hélé et menacé de le frapper.
2 fois ce jour, il veut le mordre, ce qui semble étrange des ordres à ceux qui jamais ne l'ont pris en train de se conduire ainsi. Et l'on se dit dans la maison qu'il ne le fait pas sans raison. Le chevalier a dû lui nuire et il essaie de l'en punir. Mais c'est tout pour cette fois-ci. Une fois la fête finie, tous les barons saluent le roi et chacun s'en repart chez soi. Selon moi, dans les tout premiers s'en est allé le chevalier, assailli par le bisclaveret. Il sait pourquoi il le hait. Il s'était passé peu de temps pour ce que j'en sais à présent, quand le roi, si sage et courtois, s'en alla chasser dans le bois où fut trouvé le bisclaveret, qui ce jour-là l'accompagnait. Sur voie de retour, à la nuit, il dut loger dans le pays. La femme du loup, l'apprenant, se para fort gracieusement. Le lendemain vint voir le roi, lui portant un cadeau de choix. Quand Bisclaveret la voit venir, nul ne peut plus le retenir. Il l'attaque comme enragé. Oyez comme il s'est bien vengé. Son nez, d'un coup, il lui a pris. Aurait-il pu lui faire pis? De partout il est menacé, bientôt on l'aura massacré, mais un sage homme est le roi. Sire, fait-il? Écoutez-moi. Ce loup a vécu près de vous. Il n'est personne parmi nous qui ne l'ait vu depuis longtemps et ne l'ait approché souvent. À nul jamais il n'a touché ni montré de méchanceté, hormis la dame que je vois. Par cette foi que je vous dois, contre elle il a grande furie, et aussi contre son mari. C'est la femme du chevalier que jadis avait tant aimé, qui depuis lors a disparu. Qui sait ce qu'il est devenu? Mettez la dame à la question. Peut-être ainsi apprendra-t-on pourquoi cette bête la hait. Qu'elle dise ce qu'elle sait. Maintes merveilles avons-nous vues qui en Bretagne est advenue. Le roi écoute son avis. Il a retenu le mari. La dame, à son tour, il l'a prise et au supplice l'a soumise. Sous le supplice et sous la peur, elle dit tout sur son seigneur. Comment elle l'a abusé et ses habits lui a volés. Quelle histoire il lui advenait, ce qu'il faisait, où il allait, et que, ses habits disparus, nul au pays ne l'avait vu. Pour sa part, elle supposait que ce loup était Bisclaveret. Le roi demande les habits. Que cela lui plaise ou l'ennuie, il lui faut bien les apporter. Au loup, il les a fait donner. Mais le loup, quand on les lui porte, n'y prête garde en nulle sorte. Ayant le roi, le chevalier qui avait su le conseiller lui dit: Sire, c'est mal agir. Comment pourrait-il consentir à se vêtir là, devant vous, et quitter sa forme de loup? Vous n'avez pas su prendre en compte ce fait qu'il souffre dure honte. Chez vous, là-haut qu'il soit mené, que ses habits lui soient portés. Assez longtemps le laisseront, sera-t-il homme? Nous verrons. Le roi lui-même le conduit et ferme la porte sur lui, puis revient après quelque temps 2 de ses barons l'escortant. Dans la chambre, ils entrent tous 3 et sur le propre lit du roi trouvent le chevalier dormant. Le roi accourt à lui dans l'instant et 100 fois l'étreint à plaisir. Plus tard, quand il en eut loisir, toute sa terre il lui rendit, et plus encore que je ne dis. La femme, elle, fut exilée, chassée bien loin de la contrée, et avec elle aussi partit celui qui trahit son mari. Ils eurent bon nombre d'enfants qui se connaissaient aisément à leur air et à leur visage. Maintes femmes de leur lignage, à la naissance, étaient sans nez et devaient vivre dénaisées. L'aventure que j'ai contée est vraie, il n'en faut point douter. Le lait du Bisclaveret fut fait pour qu'on s'en souvienne à jamais. La souris du bourg et la souris du bois. Une souris de bourg partit voir un autre bourg du pays pour s'amuser, se mettre en joie. La nuit la surprit dans un bois, mais par chance, elle découvrit un petit trou. C'était l'abri qu'une souris des bois gardait pour y mettre son grain au frais.
La souris de Bourg lui demande. N'auriez-vous point quelques provandes? Si, Dit l'autre. j'en ai assez. Venez voir, tenez, avancez. Seriez-vous plusieurs à venir? Je pourrais très bien vous nourrir. Ayant séjourné quelque temps, Dame du Bourg lui dit pourtant qu'elle était un peu mal logée et désirait s'en retourner. Viens donc avec moi. Tu auras de riches salles et jouiras de beaux greniers, de beaux celliers, de quoi bien boire et bien manger. L'autre la croit. Elle la suit. Les salles, oui, elle les vit. Et aussi les vastes greniers, les belles chambres, les celliers tout pleins de farine et de miel. Elle aurait bien cru être au ciel. Mais voilà que les échansons s'en viennent chercher les boissons. Ils ouvrent la porte et, du coup, la souris file au fond d'un trou. Ignorant tout des mœurs du lieu, Dame du Bois en reste bleue. Bleue! Sitôt qu'ils sortent du cellier, les souris reviennent manger. Mais Dame du Bois, quel malheur, avait cru mourir de frayeur. Sa compagne, la regardant, lui demande tout doucement. « Qu'y a-t-il donc, ma douce amie ?» J'ai le cœur, dit-elle, estourbi, de la grande peur que j'ai eue. Je regrette de t'avoir cru. Tu me parlais de tous tes biens, de tes mots tu ne disais rien. Mais ici, tu as peur des gens, des chats, des oiseaux tout autant, et des pièges comptant pour toi. J'aime mieux être dans mes bois, seul, à l'abri, le cœur en paix, que triste dans tes grands palais. Cette fable le montre bien. Mieux vaut jouir de son petit bien en paix, chez soi, que chez autrui connaître richesse et souci. Le lait des deux amants. Jadis advint en Normandie l'aventure qui fit grand bruit de deux enfants qui s'entraimèrent et morts par cet amour trop vert. Un lait en firent les Bretons, des deux amants le nomme-t-on. La fille du roi était belle et fort courtoise demoiselle. Il n'avait aucun autre enfant et la chérissait tendrement. Elle savait le consoler d'avoir perdu sa reine aimée. Bon nombre le lui reprochèrent, et ses gens même l'en blâmèrent. Quand il eut vent de la rumeur, plein de tristesse et de douleur, il se mit à chercher moyen tout à la fois d'y mettre fin et d'écarter les prétendants. Ainsi alla-t-il proclamant que celui qui voudrait la voir devrait savoir et bien savoir que telle était la destinée. Il devrait d'abord la porter sur le mont, hors la ville, en haut, sans prendre le moindre repos. Quand la nouvelle fut connue et par la contrée répandue, plus d'un voulut s'y essayer, mais nul ne put y arriver. Certains, à force de vigueur, parvenaient jusqu'à mi-hauteur, mais ne pouvant poursuivre avant, ils la laissaient là, renonçant. Longtemps resta-t-elle à marier, nul ne voulant la demander. Or, il était un damoiseau, un fils de comte, aimable et beau, qui l'emportait par son ardeur à vouloir montrer sa valeur. Il était reçu à la cour et y faisait fréquent séjour. Épris de la fille du roi, il la supplia maintes fois de lui accorder son amour et se lier à lui pour toujours. Il était si preux, si courtois,
et si estimée par le roi que, pour finir, elle céda. Humblement, il l'en remercia. Ils se rencontrèrent souvent et s'aimèrent loyalement, non sans se cacher de leur mieux pour échapper à tous les yeux. Cette souffrance leur pesait, mais le damoiseau préférait la supporter sans rien hâter et risquer de tout faire échouer. C'était grand dol que son amour. Aussi arriva-t-il qu'un jour, ce garçon sage, preux et beau, s'en venant trouver son ami, lui dit sa peine et s'en plaignit, et la supplia de s'enfuir car il n'y pouvait plus tenir. Si jamais il la demandait, son père, qui par trop l'aimait, refuserait de la donner à moins qu'il ne la pût porter dans ses bras tout en haut du mont. La demoiselle lui répond: « Ami, je suis bien assurée que vous n'y pourriez arriver, car la force vous manquerait. Quant à moi, si je m'enfuyais, mon père aurait tel dol, tel ire, que sa vie serait un martyre. Or, je l'aime et il m'est trop cher pour que j'endure sa colère. Il faut trouver un autre biais, car ce moyen-là me déplaît. J'ai à Salerne une parente, riche, pourvue de grosses rentes, qui depuis 30 années au moins se consacre à donner des soins. Elle est experte en médecine et connaît herbes et racines. Si vous voulez la rencontrer et une lettre lui porter, puis lui conter notre aventure, elle prendra toute mesure pour vous donner des électères, et un philtre saura vous faire, qui vous remplira de vigueur, de force nouvelle et d'ardeur. Une fois de retour enfin, vous pourrez demander ma main. Ne voyant en vous qu'un enfant, mon père dira qu'il entend à nul homme ne me donner, combien qu'il lui plaise insister, s'il ne me porte d'un seul trait entre ses bras jusqu'au sommet. Rendu heureux par ces nouvelles et l'appui de la demoiselle, le jeune homme l'en remercie. Ayant salué son ami, dans son pays il est allé, et s'est hâté de préparer deniers et habits de riche homme, palefroids et bêtes de somme. Cela fait, il prend avec lui les plus riches de ses amis et part, pour Salerne, trouver l'attente de sa bien-aimée avec un pli à lui remettre. Ayant lu jusqu'au bout la lettre, elle le garde à ses côtés pour bien le voir, bien l'observer. Ses remèdes l'ont rendu fort, mais elle fait un philtre encore qui, combien qu'il soit épuisé, recru de fatigue, exténué, saura faire monter la force dans chaque veine, dans chaque os, et le rendra plus vigoureux sitôt qu'il en boira un peu. Dans une fiole, il l'a versé, en son pays l'a rapporté, et là, à peine de retour, il se rend très vite à la cour, tout heureux, tout rempli de joie, demander son ami au roi. Le roi ne l'a pas éconduit. Il pense que c'est grand folie. Cependant, un jour est choisi. Il mande vassaux et amis, et tout ce qu'il peut rassembler, se gardant bien d'en oublier, pour voir la princesse et celui qui veut tenter cette folie de la porter dessus le mont, de tout le pays s'en vient-on. Elle, afin de se préparer, jeune, se prive de manger pour s'amaigrir, être légère et qu'il ait moins d'efforts à faire. Chacun est là, au jour fixé. Le damoiseau tout le premier, ayant pris son philtre avec lui. Devant la scène, en la prairie, parmi la foule rassemblée, le roi a sa fille menée, vêtue de sa seule chemise. Dans ses bras, le garçon l'a prise. Lui glissant au creux de la main, il peut se fier à elle au moins, la menue fiole d'élixir.
Je crains qu'il ne puisse servir, car il ignore la mesure. Il part, marchant à vive allure, et parvient ainsi à mi-voix, soulevé d'une telle joie qu'il en oublie son élixir. Elle, le sentant s'affaiblir, « Ami, lui dit-elle, buvez, je sens que vous vous épuisez. Prenez des forces, buvez donc. » Mais le jeune homme lui répond, « Belle, je sens mon cœur si fort que rien ne m'arrêtera alors, fût-ce pour boire une gorgée, tant que je pourrai avancer. Ces gens pousseraient de tels cris et m'étourdiraient de tels bruits qu'ils m'auraient trop vite troublée. Je ne veux ici m'arrêter. À peine franchi les 2 tiers, il manque s'affaisser à terre. Elle le prie, ne fait que dire, « Ami, buvez votre élixir. » Mais il ne veut rien écouter. À grande douleur, il est monté. Il touche au but, mais si recru qu'il tombe et ne se lève plus. Son cœur en lui a éclaté. Elle, le voyant allongé et le pensant juste évanoui, se met à genoux près de lui pour lui donner son élixir. Mais lui, sans rien pouvoir lui dire, meurt, ainsi que je l'ai compté. Elle, se mettant à pleurer, jette, laissant la liqueur fuir, la fiole où était l'élixir. La montagne en est arrosée, et le pays et la contrée en reçoivent bénédiction. Mainte bonne herbe y trouve-t-on, dans la racine y appuisée. La fille du roi, éplorée d'avoir perdu son doux ami, s'est allongée auprès de lui, si noire douleur la tenant, qu'entre ses bras elle le prend, lui baise les yeux et la bouche, et dole de lui au cœur la touche, tant qu'elle en meurt, la demoiselle, si noble, si sage et si belle. Le roi et ceux qui attendaient, voyant que nul ne revenait, vont les chercher, les voient sans vie. Le roi tombe alors évanoui, puis se met à se lamenter, imité par les étrangers. 3 jours. Les corps restent à terre. Un tombeau de marbre on fait faire pour y coucher les 2 enfants. Sur le conseil des assistants, on les enterre en haut du mont, puis tous les laissent et s'en vont. Depuis la mort de ces enfants, le mont est dit des 2 amants. Je vous l'ai dit tel que c'était. Les Bretons en firent un lait. Le corbeau et le renard. On le dit, et c'est vrai peut-être. Passant devant une fenêtre grande ouverte sur un cellier, un corbeau vit, émerveillé, les fromages qui s'égouttaient bien alignés sur une claie. Il en prit un et s'en alla. Un renard qui passait par là vit le fromage, et ce renard eut envie d'en avoir sa part. À lui d'essayer, de ruser, pour voir s'il pourrait l'abuser. « Ah, Seigneur Dieu, le bel oiseau !» s'écrie le renard. « Qu'il est beau! Au monde, il n'a pas sa pareille. De mes yeux voir telle merveille. S'il a le chant digne du corps, il vaut plus que son pesant d'or. » Entendant clamer à la ronde qu'il est sans égal en ce monde, le corbeau se dit « Chantons donc, ne perdons point notre renom. » Il ouvrit le bec, il chanta. Le fromage lui échappa et s'en vint tomber sur la terre où Goupil en fit son affaire. Sans plus se soucier de ramage, il aimait bien mieux le fromage.
Ainsi va-t-il des orgueilleux trop pleins d'envie d'être glorieux. Qui les flatte et sait leur mentir, les fait sans peine les servir. Et ils dépensent follement pour prix de ces faux compliments. Les oiseaux et leur roi. Les oiseaux un jour s'assemblèrent en parlement et décidèrent qu'il leur fallait élire un roi qui gouvernât par droite foi. Chacun désigna l'un des siens pour que l'élection se fît bien et tous restèrent ébobis quand le coucou poussa son cri. Coucou, coucou, coucou. Qui est-ce? Demandaient beaucoup. Mystère. Il dit toujours coucou, 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 coucou. On entend de très loin sa voix qui fait résonner tout le bois. Tous, dégoisant en leur jargon, disaient que ce serait raison qu'un oiseau ayant un tel cri et pouvant faire un si grand bruit fût retenu pour roi et sire et gouverner un grand empire. Si jamais il valait autant par ses œuvres que par ses chants, c'est leur seigneur qu'il devait être. Mais il voulait d'abord connaître son être et son comportement. Les voilà donc examinant qui devait porter leur message. La mésange, d'esprit fort sage, et sachant voir le vrai aussi, fut chargée d'aller jusqu'à lui. Notre mésange, ayant volé droit vers l'arbre où il est perché, se pose tout auprès de lui et l'œil aux aguets l'étudie. Son air est de mauvais augure, il fait bien piteuse figure. Mais il faut s'élever vraiment pour juger son tempérament. Juchée sur une branche en haut, elle lui fiente sur le dos. Sans piper mot, le sieur Coucou fait semblant d'ignorer le coup. Et la mésange s'en revient en le traitant de moins que rien. Pas question qu'il soit leur seigneur. Elle expose quel déshonneur, quel affront lui fut infligé. Il n'a pas même bronché. Si un grand oiseau l'attaquait, pense-t-on qu'il s'en vengerait quand il n'a su s'en prendre à elle, la plus chétive des oiselles? Il faut élire un roi vaillant, courageux, sage, entreprenant. Un roi doit être fort et droit pour savoir juger comme il doit. À ce conseil s'étant tenu, ils ont décidé et conclu que de l'aigle, ils feraient leur roi. Et je peux vous dire pourquoi. L'aigle a une fière prestance. Il est d'une grande vaillance. Il est sobre, il est modéré. Une fois qu'il est rassasié, il peut jeûner pendant longtemps et non chasser en s'acharnant. Un prince doit se reposer, fuir les plaisirs trop agités, ne pas s'avilir en régnant, ni maltraiter les pauvres gens. Cet exemple nous montre ici qu'on ne doit pas faire un seigneur d'un vil et d'un méchant hâbleur. Le lait du rossignol. Une aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lait. Le laustic se met à vie, l'appellent-ils en leur pays, soit dit rossignol en français ou nightingale en bon anglais. Une ville en pays malouin était renommée de fort loin. Là résidaient 2 chevaliers en des demeures fortifiées. Et la ville de ces seigneurs tirait renom de leur valeur. La femme, épousée du premier, sage, courtoise et distinguée, savait en toutes choses agir comme il convient de se conduire. L'autre, resté célibataire, était connu parmi ses pairs pour ses prouesses, sa valeur et ses largesses de seigneur. Il donnait tournoi, dépensait, savait offrir ce qu'il avait.
Or, voilà qu'il s'éprit soudain de la femme de son voisin. Tant fit-il par grâce et prière qu'il prit son cœur. Il sut lui plaire. On disait tant de bien de lui, et il était si près aussi. Ils s'entraînèrent sagement, avec prudence, en se cachant, veillant à n'être jamais vus, ni soupçonnés, ni aperçus. Cela, ils le pouvaient sans peine, tant étaient proches leur domaine, et tant se touchaient leurs maisons, leurs grands salles et leurs donjons. Rien qui les coupe ou les divise, hors un grand mur de pierre bise. De la chambre où la dame était, à sa fenêtre, elle pouvait rester parler à son ami et lui à elle vis-à-vis, voire échanger quelques présents en les jetant, en les lançant. Rien donc ne troublait leur bonheur. Tous deux vivaient selon leur cœur, sauf de ne pouvoir à loisir être ensemble et s'entretenir. Car la dame était bien gardée lorsqu'il était en la contrée. Mais il leur restait le recours, aussi bien de nuit que de jour, de pouvoir ainsi se parler. Nul ne pouvait les empêcher, lorsqu'il leur plaisait de s'y mettre, d'aller se voir à la fenêtre. Ils se sont entraimés longtemps, jusqu'à ce que vienne un printemps où bois et prés avaient verdi et les vergers avaient fleuri. Les oiselets, avec douceur, menaient leur joie parmi les fleurs. La nuit, quand la lune luisait et que son seigneur reposait, elle se levait aussitôt, s'enveloppait de son manteau et se mettait à la croisée où son ami, de son côté, était venu l'attendre aussi. Ainsi passait-elle ses nuits. Ils avaient plaisir à se voir puisqu'ils ne pouvaient mieux avoir. Tant veilla-t-elle et se leva que son seigneur s'en irrita, et plus d'une fois il s'enquit de ce qu'elle allait faire ainsi. Seigneur, s'il faut que je réponde, il n'a connu joie en ce monde qui rossignol n'a ouï chanter. C'est pourquoi je vais l'écouter chanter si doucement la nuit que je me sens le cœur ravi. Et j'en ai un si fort désir que j'ai grand-peine à m'endormir. À ces mots, le Seigneur a ri avec colère et raillerie. Il s'est dit qu'il va le piéger, le rossignol, et l'attraper. En sa maison, il n'est valet qui ne fasse piège ou lacet pour l'étendre dans le verger. Et coudrier ou châtaignier, il n'est arbre sans piège ou glu. Voilà donc l'oiseau retenu. Comme ils ont su le prendre en vie, à leur Seigneur, ils l'ont remis. Et lui, la joie brûlant dans l'âme, en sa chambre va voir la dame. « Dame, fait-il, où êtes-vous? Arrivez ça, répondez-nous. Ce rossignol, je l'ai piégé, pour qui vous avez tant veillé. Lors, vous pourrez dormir en paix, sans avoir à veiller jamais. » La dame, entendant son seigneur, se sent meurtrie d'ire et de douleur. Elle lui demande l'oiseau, et lui le tue tout aussitôt en l'étouffant de ses deux mains. Russe très vil, est-on dit pour moi. Sur la dame, il jette le corps, en sorte que le sang en sort, tachant sa robe auprès du cœur. Une fois parti le Seigneur, la dame prend le petit corps, pleure à sanglots, maudit encore ceux qui ont trompé l'oiselet, entré sans pièges et lacets, car ils lui ont volé sa joie. Las, fait-elle, grand mal m'échoit. Je ne pourrai plus me lever pour me tenir à la croisée et voir à loisir mon ami. Et chose vraie, se m'est avis, il pensera certainement que je le délaisse à présent. Le rossignol lui enverrait et l'aventure lui dirait. En lettres d'or, elle a brodé cette histoire sur soie brochée, puis y a placé l'oiselet. Et appelant un sien valet, son message lui a remis pour qu'il le porte à son ami. Arrivé face au chevalier,
Pour sa dame, il la saluait, puis, lui disant tout son message, remit le rossignol pour gage. Il a tout dit, tout exposé. Le chevalier l'a écouté. De l'aventure, il est dolent, mais il n'est ni grossier, ni lent. Un coffret a-t-il fait forger, non de fer ou de triste acier, mais bien d'or fin à belles pierres, les plus rares et les plus chères, avec couvercle bien serti. Le rossignol il y a mis, puis la chasse a été scellée, et plus jamais ne l'a quitté. Cette aventure fut contée, on ne put la tenir cachée. Un lait en firent les Bretons, le laustic l'appelle-t-on. Le paysan et Dame Serpent. Apprenez-le, un paysan et certaines dames serpents vivaient en parfaite amitié et en parfaite loyauté. Voici qu'un jour, elle le prie avec douceur et courtoisie de lui porter souvent du lait, 2 fois le jour, et lui promet de l'éduquer. Sage et savant, il deviendra riche et puissant. Elle lui dit où elle habite. Depuis fort longtemps, elle gîte au creux d'une pierre cavée. C'est là qu'elle s'est installée. Le paysan n'a pas omis de lui porter le lait promis. Elle lui offre beaucoup d'or, lui fait découvrir un trésor, lui apprend à bien labourer, lui enseigne comment semer, lui donne tant d'or et d'argent que cela fait jaser les gens. Mais elle dit qu'il la perdrait si d'aventure il arrivait qu'il la blesse ou lui nuise en rien, car il peut faire ou mal ou bien. Le paysan, rentré chez lui, conte à sa femme ce qu'a dit pour l'avertir Dame Serpent. Elle lui répond sur le champ que s'il l'écoute et veut bien faire, il pourra se tirer d'affaire. Qu'il la tue, ce sera très bien. Il ne la craindra plus en rien, il tremble, il est à sa merci, or donc qu'il s'en délivre ainsi. Rien à craindre de son forfait, qu'il lui porte un plein seau de lait, le pose à terre simplement et s'éloigne discrètement. Quand approchera la serpente, d'un coup de sa hache tranchante, il n'aura plus qu'à la frapper, qu'elle ne puisse en réchapper. Il dit que c'est ce qu'il fera, il prend le lait et il s'en va. Plaçant le seau devant la pierre, il fait quelques pas en arrière. Dame Serpent vient et veut boire. Mais lui, le traître, sans sursoir, lève la hache pour frapper. Entendant le coup approcher, vite, elle file sous sa pierre. Lui, il s'en va. Il n'est pas fier. Pas plus tard que le lendemain, toutes les brebis du vilain dans la crèche étaient trouvées mortes. Elle se vengeait de la sorte. Puis ce fut l'enfant au berceau. Deuil si cruel pour lui, si tôt. Douleur et colère l'enflamment. Le voilà qui dit à sa femme, « Femme, à présent, conseille-moi. Mon malheur m'est venu de toi, toi qui m'as conseillé le mal, conseil stupide et déloyal. » Sur quoi la femme lui répond, « Je ne vois qu'une solution. Va la trouver dans son abri, demande-lui par Dieu merci. » Le paysan part aussitôt. Il prend un seau de lait tout chaud et il se rend timidement devant la pierre du serpent. Il bat sa coulpe et crie merci. Dame Serpent, sortant, lui dit, « Que fais-tu là avec ton lait ?»« Pardonne, dit-il, mon forfait, et puis redevenons amis, tout comme nous l'étions jadis. » Que non, fait-elle, maître, ces choses qui ne peuvent plus être.
Nous pouvons être amis, c'est vrai, si tu veux m'apporter du lait, comme tu faisais autrefois, et je te le rendrai, crois-moi. Tu mettras le lait à ma porte et t'éloigneras. De la sorte, je ne te verrai plus de près, car me fier à toi, plus jamais. Quel crédit pourrais-je te faire, tant que je verrai sur la pierre le coup que ta hache a frappé? Et je sais bien en vérité que quand tu verras le berceau de ton fils mort, tout aussitôt, mon souvenir te reviendra, et jamais tu ne m'oublieras. Amour de pure bienveillance peut vivre, faute de confiance. Le lait de Lanval. L'aventure d'un autre lait, comme elle advint, vous conterez, au sujet d'un noble vassal que les Bretons nomment Lanval. À Carduel séjournait le roi, Arthur le Preux et le Courtois. Les Scots, et les Pictes aussi, venaient ravager le pays. En terre de l'ogre, ils entraient et sans trêve la dévastaient. À la Pentecôte, en été, le roi y avait pris quartier. Il fit nombreux et riches dons à ses comtes et ses barons, puis à ceux de la table ronde. Ils sont sans pareil en ce monde. Femmes et terres, il offrit à tous un seul des siens hormis. C'était Lanval. Il l'oublia, et nul de ses gens n'y pensa. Par sa valeur, pour ses largesses, pour sa beauté et ses prouesses, de plus d'un il était envié. Tel lui montrait de l'amitié qui, le voyant en mauvais point, ne l'en aurait nullement plaint. Lui, fils de roi, de haut parage, mais loin de son fief d'héritage, étant de la maison du roi, se trouvait sans nul bien à soi. Le roi ne lui a rien donné, et lui, il n'a rien demandé. Voilà Lanval bien malheureux, bien attristé et bien soucieux. Le chevalier que je vous dis, ayant longtemps le roi servi, monte un jour sur son destrier et s'en va seul se promener. De la ville, une fois sorti, il arrive en une prairie. Près d'une eau courante, il descend. Mais son cheval est si tremblant qu'ôtant sa bride, il l'a laissé se rouler au milieu du pré. Il plie un pan de son manteau sous sa tête et, couché bientôt, pense au malheur qui est le sien. Pour l'alléger, il ne voit rien. Allongé de cette manière, il regarde vers la rivière et voit venir deux demoiselles. Jamais il n'en vit de plus belles. Elles sont vêtues richement, ajustées bien étroitement dans leurs bliots pourpre foncé. Leur face est de grande beauté. Lanval, qui sait la courtoisie, s'est levé, les a accueillis. Elles l'ont d'abord salué, puis leur message ont délivré. Sire Lanval, notre maîtresse, si belle et bonne en sa sagesse, nous a envoyés jusqu'à vous. Veuillez donc venir avec nous. Vous mener sera vite fait. Voyez, sa tante est là, tout près. Lors, avec elle va Lanval, sans se soucier de son cheval qu'il laisse paître dans le pré. À la tente, elles l'ont menée, tente d'un si bel édifice que la reine Sémiramis, à l'apogée de sa richesse, de sa puissance et sa sagesse, où l'empereur Octavian n'aurait pu s'en offrir un pan. Un aigle d'or la surmontait. Je ne sais combien il valait. Dedans était la demoiselle. Fleur de lys et rose nouvelle, éclose par clair temps d'été, passait-elle encore en beauté. Allongée sur un lit très beau,
Les draps seuls valaient un château. Vêtue d'une simple chemise, qu'elle était gracieuse et bien prise. Un doux manteau de blanche hermine, tendu de pourpre alexandrine, lui tenait chaud, l'enveloppant, mais laissant voir son cou, ses flancs, son clair visage et sa poitrine plus blanche que fleur d'aubépine. Le chevalier s'est avancé, la jeune fille l'a appelé, il s'est assis devant le lit. L'Enval, fait-elle, doux amis, pour vous ma terre ai-je quittée. De bien loin je viens vous chercher. Si vous êtes preux et courtois, il n'est empereur, comte ou roi qui ait de joie autant que vous, car je vous aime plus que tout. Il la regarde, il la voit belle. Amour le point d'une étincelle qui embrase à l'instant son cœur. Il lui répond avec douceur. Dame, fait-il, s'il vous plaisait, si cette grande joie m'advenait, vouloir consentir à m'aimer, quoi que vous puissiez commander, de moi vous seriez obéis, que ce soit sagesse ou folie. Je ferais vos commandements, je fuirais le monde et les gens. Ne plus me séparer de vous est ce que je veux plus que tout. Quand elle entend ainsi parler, celui qui tant la peut aimer, elle lui donne tout son cœur. Voici l'Enval près du bonheur. Puis un don lui fait-elle après. Tout ce qu'il voudra désormais lui sera sans faute accordé. Qu'il donne et dépense à son gré. Il aura tout l'argent voulu. L'Enval se trouve bien pourvu. Plus il donnera largement, plus il aura d'or et d'argent. Mes amis, je vous avertis, par ordre et par prière aussi, ne confiez jamais ce secret, ou voici ce qui adviendrait. Vous me perdriez pour toujours si l'on connaissait notre amour. Vous ne pourriez plus ni me voir, ni l'or pour amante m'avoir. Il lui dit qu'il respectera tout ce qu'elle commandera. Auprès d'elle, il s'est allongé. Voici l'Enval fort bien logé. Il est resté l'après-midi et jusqu'au soir tombé aussi. Il serait resté beaucoup plus si son ami l'avait voulu. Mais... Ami, il faut se lever. Vous ne pouvez plus demeurer. Fait-elle. Moi, je resterai. Mais une chose vous dirai. Quand vous voudrez être avec moi, ayez à l'esprit un endroit où l'on puisse voir son ami, sans scandale et sans infamie. À l'instant, je saurai venir, prête à faire tous vos désirs. Hormis vous, nul ne me verra, ni mes paroles n'entendra. À ces mots, tout empli de joie, il l'embrasse et se lève droit. Celles qui l'ont d'abord mené, de riches draps l'ont habillé. Il n'est damoiseau sous le ciel, plus beau en sa mise nouvelle. Il prend congé, monte à cheval. Vers la cité s'en va l'Enval. Il s'est retourné bien des fois, le cœur troublé d'un grand émoi, à son aventure pensant, et de son propre cœur doutant, ébahi, ne pouvant savoir s'il fallait croire ou ne pas croire. Chez lui, le voici revenu. Il trouve ses gens bien vêtus. Ce soir-là, il peut recevoir. Nul ne sait d'où vient son avoir. Désormais, il n'est chevalier, ayant besoin d'être assisté, qu'il ne fasse chez lui venir et richement, dûment servir. L'Enval offre de riches dons. L'Enval acquitte les rançons. L'Enval habille les jongleurs. L'Enval prodigue les honneurs. Il n'est nul proche ou étranger à qui l'Enval n'ait pu donner. L'Enval a douce, heureuse vie. Que ce soit de jour ou de nuit,
il peut voir son ami venir, toujours docile à son désir. Ce fut, je crois, la même année, peu après la Saint-Jean d'été, que des chevaliers, 30 au moins, s'allèrent promener non loin dans un verger près de la tour où la reine faisait séjour. De leur nombre, on comptait Gauvin et son cousin le bel Yvain. Or, dit Gauvin, le noble épreux, tant aimé de chacun d'entre eux. Par Dieu, c'est traiter bien mal notre vrai compagnon Lanval, lui si généreux, si courtois et dont le père est un grand roi, que d'oublier de l'emmener. Ainsi s'en sont-ils retournés, et se rendant alors chez lui, tant l'ont prié qu'il est parti. Contre une fenêtre sculptée, la reine s'était accoudée. Elle vit Lanval, l'observa. Puis une dame manda de rassembler ses demoiselles les plus aimables, les plus belles, pour qu'elles aillent se promener où ils étaient, dans le verger. Lanval s'est un peu écarté. Il voudrait pouvoir, sans tarder, aller retrouver son ami, l'embrasser, l'avoir près de lui. La joie des autres peut lui chaud, puisque sa joie lui fait défaut. Quand la reine, si seule le voit, au chevalier allant tout droit et s'asseyant auprès de lui, elle ouvre son cœur et lui dit : Lanval, je vous ai fort loué, et fort chéri, et fort aimé. Tout mon amour pouvez avoir. Vous, dites-moi votre vouloir. Pour moi, je vous donne ma foi. Vous devez vous louer de moi. Dame, fait-il, or me laisser, je n'ai cure de vous aimer. Longtemps ai-je servi le roi, je ne veux manquer à ma foi. Ni pour vous, ni pour votre cœur, je ne trahirai mon seigneur. La reine en est si courroucée qu'elle se met à s'emporter. Lanval, fait-elle, je crois bien que ce plaisir ne vous plaît point. Les femmes, m'a-t-on dit souvent, vous laissent fort indifférents. Vos jolis valets si gracieux, assurément vous plaisent mieux. Vil poltron, traître en lâcheté, mon seigneur est mal avisé de vous souffrir auprès de lui. Dieu l'en punira, mais ta vie. Lui, blessé au vif par ces mots, furieux, lui répond aussitôt, tenant des propos malséants qu'il devait regretter souvent. Dame, dit-il, voilà matière à quoi moi je ne m'entends guère. Pour ma part, j'aime et suis aimée d'une amie qui passe en beauté toutes celles que je connais. Et une chose vous dirais, pour parler franc et net et clair, la moindre femme qui la sert, la dernière de ses servantes, vous passe, vous, reine régnante, encore en visage, en beauté, en savoir-vivre et en bonté. La reine le quitte à l'instant et dans sa chambre va pleurant. Elle est blessée et courroucée de se voir ainsi rabaissée. Malade, elle se met au lit et ne se lèvera, c'est dit, que quand le roi aura jugé la plainte par elle exposée. Le roi rentre de la forêt, content de sa journée et gai. Il se rend tout droit chez la reine, qui porte plainte et se déchaîne, se jette à ses pieds, crie pitié, dit que Lanval l'a offensé. Il lui a demandé son cœur et repoussé, plein de fureur, l'a injurié, l'a avili, disant qu'il avait une amie si belle, si noble et si fière que sa dernière chambrière, la plus humble de ses servantes, la surpassait, elle, régnante. Le roi en est si courroucé qu'il en fait le serment juré. Si Lanval ne se peut défendre, il le fera brûler ou pendre. Si Lanval ne se peut défendre, il le fera brûler ou pendre. Quittant la chambre sur ces mots, il mande 3 de ses vassaux et les envoie quérir Lanval, qui n'a déjà que trop de mal. Une fois de retour chez lui, il a parfaitement compris qu'il a perdu sa bien-aimée. De leur amour, il a parlé. Dans une chambre seule, inquiet, rongé d'angoisse et de regret, il l'appelle et la prie sans fin, mais tous ses appels restent vains. Il soupire, se plaint, gémit, plusieurs fois même s'évanouit, la suppliant d'avoir pitié et de venir le retrouver. Son cœur, sa bouche, il les maudit, c'est prodige s'il ne s'oxy. Mais il a beau crier, pleurer, se débattre et se tourmenter, elle le laisse sans espoir. Il ne peut plus même la voir. Hélas, que va-t-il devenir?
Les gens du roi viennent lui dire qu'à la cour, il lui faut se rendre, sur ordre du roi, sans attendre. Le roi par eux le fait mander, car la reine l'a accusé. Lanval les suit, plein de douleur. Puisse-t-il le tuer sur l'heure? Devant le roi, il est venu, triste, silencieux, abattu, laissant voir sa douleur amère. Le roi lui dit avec colère: Vassal, vous m'avez fait grand tort. Fort mauvaise affaire est-ce lors que de m'offenser, m'outrager, et la reine, elle, l'insulter. Vos vantardises sont folies. Elle est bien noble, votre amie, pour avoir souillon plus amène et admirable que la reine. Pour ce qui touche au déshonneur et la honte de son seigneur, Lanval nie les paroles dites. La reine, il ne l'a point séduite. Mais pour ce dont il a parlé, il en admet la vérité. Il a bien inventé son ami. Hélas, et l'a perdu ainsi. Sur ce point, il dira qu'il fera ce que la cour décidera. Le roi n'est pas moins irrité. Tous ses vassaux sont convoqués pour statuer en cette affaire, qu'on n'ait nul reproche à lui faire. Ils font à son commandement, qu'ils soient contents ou mécontents, et s'étant rendus à la cour, ils ont décidé sans recours que Lanval doit être ajourné, laissant des cautions pour prouver qu'il attendra son jugement et qu'il y sera bien présent. Les barons vont trouver le roi pour lui faire part de leur choix. Le roi demande les cautions. Lanval est seul, sans possession. Il n'a ni ami ni parent. Gauvin s'avance. Il est garant, et ses compagnons à sa suite. Le roi leur dit: Je vous limite à ce que vous tenez de moi. Terres et fiefs, chacun pour soi. Ayant cautions et garanties, Lanval peut retourner chez lui. Au jour par eux dit et fixé, voici les barons rassemblés. Le roi, la reine sont présents. Lanval vient. Avec ses garants. Bon nombre sont chagrins pour lui, et plus de 100, à mon avis, auraient fait tout ce qu'ils pouvaient pour le libérer sans procès. À tort, la reine accusait-elle. Le roi demande le rappel de la plainte et des conclusions. Ainsi, tout dépend des barons convoqués pour le jugement. Plusieurs sont soucieux et tremblants pour ce noble homme, cet étranger, qui se trouve en si grand danger. Quelques-uns le chargeraient bien pour complaire à leur suzerain. Mais, dit le comte de Cornouailles, que nul d'entre nous ne défaille. Le roi assigne ce vassal que j'entends appeler Lanval. Il l'accuse de félonie et de grossiers mensonges aussi sur l'amour dont il s'est vanté et dont la reine s'est froissée. Nul ne l'accuse fort le roi. Par cette foi que je vous dois, et pour parler en vérité, le roi n'aurait dû l'assigner que pour manquement à l'honneur qu'un vassal doit à son seigneur. Sur ce point, il fera serment. Ce sera gage suffisant. Et s'il parvient pour garantie à faire venir son ami, et que l'on juge vrai et sage ce dont la reine a pris ombrage, alors il sera relaxé, puisqu'il n'a voulu l'offenser. Mais s'il ne peut de preuve avoir, il nous revient faire savoir qu'il ne pourra servir le roi, et bannissement sera loi. On va chercher le chevalier que l'on se hâte de sommer et de faire revenir son ami pour lui servir de garantie. Il leur dit ne le point pouvoir, d'elle il ne peut nulle aide avoir. Les messagers vont à la cour. On n'attend plus aucun recours. Le roi presse le jugement. Car la reine, dit-il, attend. Comme on va trancher sans appel, on voit venir 2 demoiselles, sur beau palefroid allant l'amble, très gracieuses à ce qu'il semble, toutes de soie pourpre vêtues, sans rien de plus sur leur peau nue. C'est plaisir de les regarder. Gauvin, avec 2 chevaliers, va trouver Lanval et lui montre les 2 dames venant en contre. Et tout joyeux, il le supplie de dire si c'est son amie. Mais il ne sait qui elles sont, d'où elles viennent, où elles vont. Toutes 2 se sont avancées, sans arrêter de chevaucher, puis sont descendues de monture, devant la table où siège Arthur. Roi, fais préparer un logis, bien tendu de tapisserie, pour Notre-Dame qui désire s'arrêter chez vous pour dormir. Le roi consent bien volontiers. Il appelle 2 chevaliers qui, dans les chambres, les conduisent. Et elles, rien de plus ne disent. Le roi demande à ses barons leur sentence et leur conclusion. Il dit qu'ils l'ont fort irrité à force de temps différé. Sire, font-ils, si nous tardâmes, c'est d'avoir vu venir ces dames.
avant nos délibérations, mais à présent nous reprenons. Tous s'assemblent donc indécis, menant force litige et bruit. Au milieu de ce brouhaha, ils voient, suivant la rue plus bas, venir 2 riches demoiselles, toutes vêtues de soie nouvelle. Il est sauf, disent-ils entre eux. L'Enval, le hardi et le preux. Yvain se rend auprès de lui, de tous ses compagnons suivis. Seigneur, fait-il. reprenez-vous et par le ciel, répondez-nous. Voici venir 2 demoiselles, on ne peut mieux parées et belles. L'une doit être votre amie. Mais l'Enval aussitôt lui dit qu'il ne les a jamais connues, jamais aimées, ni même vues. Pour lors, elles sont arrivées, face au roi se sont arrêtées, et c'est à qui louera plus fort leur teint, leur visage et leur corps. De beauté, elles ont bien plus que la reine jamais n'en eut. L'aînée des 2, courtoise et sage, avec grâce dit son message. Roi, fais-nous donner logement, car Notre-Dame vient séant pour te voir et t'entretenir. Il donne ordre de les conduire près des autres déjà logés. Leurs mules seront bien traitées. La chose faite, elles s'en vont, et il ordonne à ses barons de rendre enfin leur jugement. On n'a tardé que trop longtemps. Et la reine est très mécontente d'être tenue dans cette attente. À l'instant de rendre sentence, voici quand la ville s'avance, à cheval, une demoiselle. Nul jamais n'en vit de plus belle. Nul jamais n'en vit de plus belle. Un splendide palefroid blanc la porte très gracieusement, si pure d'encolure et de tête que nul ne vit plus belle bête. Il porte si superbe arnois qu'il n'est sous le ciel comte ou roi qui puisse en avoir un si cher sans vendre ou engager ses terres. Elle va vêtue de lin blanc, longue chemise et vêtements bien lacés de chaque côté pour en montrer le fin tracé. Corps délicat et douce hanche, cou plus blanc que neige sur branche, jolis yeux clairs et teint de lait, bouche très belle, nez parfait, sourcils bien bruns et joli front, cheveux crépelés et si blonds qu'il n'est fil d'or dans la lumière qui luise plus au clair de l'air. De pourpre sombre est son manteau dont elle tient les pans bien hauts. Sur son poing est un épervier et derrière elle un lévrier. Tous dans le bourg, petits et grands, et les vieillards et les enfants accourent pour les regarder aussitôt qu'ils la voient passer. Si je dis belle, point ne ment. Comme elle s'en vient lentement, les juges la voient approcher et restent à s'émerveiller. Nul qui, la voyant près de soi, ne se sente brûler de joie. Ceux qui aiment le chevalier se hâtent d'aller le trouver pour lui parler de celle-là qui, si Dieu veut, le sauvera. Seigneur compagnon, c'en est une qui n'est en rien rousse ni brune. C'est la plus belle sous le ciel. Nulle qui soit ce qu'elle est, elle. Il lève la tête à se dire et la reconnaît, et soupire. Le sang lui montant au visage, il se presse et dit sans embâge: « Oh, toutefois, c'est mon amie, et peu m'importe au moxie si elle n'a merci de moi, je suis sauvée quand je la vois. » La demoiselle entre au palais, plus belle n'y entra jamais. Et devant le roi descendu, de manière à être bien vue, son manteau elle laisse choir pour qu'on puisse encore mieux la voir. Le roi, qui sait la courtoisie, s'est levé et l'a accueillie. Lors c'est à qui l'honorera, s'empressera, la servira. Quand ils l'ont tous bien regardée et ont pu louer sa beauté, elle, pressée de repartir, se décide alors à tout dire. Roi, j'ai aimé un tien vassal. Je le vois ici. C'est l'Enval. Devant la cour, on l'a traîné. Je ne veux qu'il soit accusé pour ce qu'il a dit. Sache-le. La reine a mené mauvais jeu,
car jamais il ne l'a requise. Quant à ces dites vantardises, s'il peut, par moi, être acquitté, au baron de le libérer. À ce qu'ils jugeront par droit, se soumettra-t-on, dit le roi. Or, pas un seul qui n'ait jugé que Lanval s'était justifié. Il est acquitté sans appel. Sur ce, s'en va la demoiselle. Le roi ne peut la retenir. On se presse pour la servir. Hors de la salle, un grand montoir de marbre bis, d'où ceux qui étaient lourds d'armure pouvaient sauter sur leur monture. Lanval se hâte d'y monter. Quand son ami vient à passer, d'un bond, il saute derrière elle et part avec la demoiselle. Elle l'emporte en avalon. À ce que disent les Bretons, c'est en cette île douce et belle qu'il a été ravi par elle. De lui, nul n'a plus ouï parler, et je n'en saurais plus compter. Le prêtre et le loup. C'était un prêtre qui voulait apprendre au loup son alphabet. A, dit le prêtre. A, dit le loup, aussi félon qu'il est filou. B, dit le prêtre. Dis encore. B, dit le loup. B, c'est d'accord. C, dit le prêtre. et le suivant. C, dit le loup. il y en a tant. À présent, Dit le prêtre. à toi. Le loup lui dit. À moi de quoi? Dis ce que tu veux, juste un mot. À quoi le loup répond. Agneau. C'est à sa vérité qu'il touche. La pensée lui vient à la bouche. Ainsi dit-on de tels gens que ce qu'ils pensent ardemment par leur bouche même est connu avant que quiconque les sût. Devant d'autres choses parler, la bouche trahit la pensée. Le chat mitré. Un chat, bien au chaud sur un four, restait à l'affût tout le jour. Vint le mulot, vint la souris. Il les appela bien polis. « Je suis votre évêque, mes frères. Il faut, on vous l'a dit, j'espère, faire votre confirmation. » Mulot et souris crient « Non, non !» aimant mieux s'enfuir et mourir que sous sa griffe fallait finir. Sur quoi, tournant Casaque, il fuit, tandis que le chat les poursuit. Dans un mur, les voilà cachés. Ils se plaisent mieux là, mussés, pressés comme des raisins secs qu'à la portée de leur évêque. Au diable la confirmation! Ils savent ses inclinations. Cet exemple le fait bien voir. Nul ne doit se mettre au pouvoir de qui peut chercher à l'unir, mais s'écarter bien vite et fuir. Le lait du désolé. Désir m'a pris de remembrer un lait dont j'ai ouï parler.
En Bretagne, à Nantes, vivait une dame que signalait sa beauté, son éducation et sa très grande distinction. En ce pays, nul chevalier qui fût digne d'être estimé pouvait une fois la voir, sans l'aimer et sans la vouloir. Tous ne les pouvaient-elles aimer, ni ne voulaient tous les tuer. En Bretagne, 4 barons, dont je ne sais dire le nom, bien que très jeunes chevaliers, étaient d'une grande beauté, et tous 4 vaillants et preux, larges, courtois et généreux, tenus pour hommes de grand prix parmi les nobles du pays. Or, ces 4 barons l'aimaient et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour l'avoir, elle et son amour, chacun peinant, luttant toujours, chacun la voulant tout à lui, quel que fût son dol, à tout prix. Nul d'entre eux qui ne fût certain de les vaincre tous à la fin. Fort avisée, d'esprit prudent, la dame se laissait le temps de s'enquérir et décider lequel il valait mieux aimer. Tous étaient de telle valeur, comment élire le meilleur? Craignant d'en perdre 3 pour 1, elle était douce avec chacun, leur donnant des gages d'amour et leur écrivant tour à tour. Nul ne se savait préféré, mais nul ne pouvait renoncer. Par obligeance et par prière, chacun pensait le mieux lui plaire. Au grand tournoi des chevaliers, chacun voulait être premier par ses exploits et réussir, s'il se pouvait, à la séduire. Tous la tenaient pour leur aimer, tous portaient les gages donnés, anneaux ou manches ou gonfanons, et tous, pour cri, avaient son nom. Les 4 aimats, les 4 teints. Tant qu'après Pâques il advint que devant Nantes, la cité, un grand tournoi fut annoncé. Pour affronter les 4 amants, on vit venir semblablement des gens de France et des Normands, des Brabançons et des Flamands, des Boulonnais, des Angevins, ainsi que de proches voisins. Les 4 amants se sont armés, puis sont sortis de la cité. Leurs chevaliers venaient après, mais sur eux seuls tout reposait. Ceux du dehors les ont connus à leurs drapeaux et leurs écus, et contre eux ils ont envoyé 2 flamands et 2 énuyers, tout prêts à charger, impatients et recherchant l'affrontement. Les 4 les voient accourir. Ils sont loin de vouloir s'enfuir. Lance baissée, rapide et fière, chacun choisit son adversaire. Le choc a été si violent qu'on voit les étrangers chutant. Sans se soucier des destriers qu'ils laissent librement aller, ils restent près de ceux à terre que viennent secourir leur père. Et c'est alors grande mêlée. Il pleuvent dru les coups d'épée. La dame, au plus haut d'une tour, fixant les 2 camps tour à tour, voit ses amants si bien se battre et ne sait qui choisir des 4. Voici le tournoi engagé. Les rangs se sont bien étoffés. Devant la porte ce jour-là, maintes fois ont lieu les combats. Les 4 amants ont fait si bien que pour vainqueur chacun les tient. Mais voici venu la véprée. Il est temps de se séparer. L'or s'exposant, trop téméraire, loin des leurs, il le paie très cher. Car voilà 3 d'entre eux tués, et le 4e blessé, percé à la cuisse et au corps, si fort que la lance se ressort. Tous, 4, attaqués de côté, ils ont été désarçonnés. Ceux qui les ont blessés à mort jettent leurs boucliers alors, le cœur rempli de désespoir, car ils l'ont fait sans le vouloir. Grand rumeur se lève et grand cri. Jamais tel deuil n'a-t-on ouï. Ceux de la cité accourant, sans craindre ceux de l'autre camp, ce sont 2000 chevaliers par la même douleur frappés, qui leurs ventailles vont autant, et barbes et cheveux s'arrachant. Par tous, le deuil est partagé. Chaque corps, sur son bouclier, est porté dans la ville auprès de la dame qui les aimait. Lorsqu'elle apprend cette aventure, elle s'abat sur le sol dur, puis, revenue de Pamoison, pleure chacun, disant son nom. Hélas, dit-elle, que ferais-je? Quel bonheur pour l'or connaîtrais-je? J'aimais ces 4 chevaliers, et chacun en particulier. Eux tous, sans pareil à la ronde, ils m'aimaient plus que tout au monde. Tant de beauté, de hardiesse, tant de talent et de largesse. J'ai voulu l'amour de chacun, sans pour ne les perdre en prendre un. Je ne sais lequel le plus plaindre, mais à quoi bon mentir ou feindre? L'un est blessé, les autres morts, je n'aurais plus nul réconfort. Les morts feraient ensevelir,
Et si le blessé peut guérir, je lui donnerai tous mes soins, lui aurai de bons médecins. Elle le fait porter chez elle, aux 3 morts fait toilette belle, avec amour, très noblement, les vêtant de beaux vêtements. Elle fait des dons de grand prix à une très riche abbaye, puis les y fait ensevelir, que Dieu veuille les accueillir. Au savant médecin Mandé, elle a confié le chevalier, toujours gisant en son logis, et peu à peu il a guéri. Elle allait le voir très souvent, le réconfortant gentiment, mais les 3 autres lui manquaient, et 2 grands regrets la poignaient. Un jour d'été, après manger, elle parlait au chevalier, puis, son grand deuil lui revenant, baissant la tête, front penchant, resta plongé dans ses pensées. Il se mit à la regarder, et la voyant ainsi songeant, lui demanda bien doucement, « Dame, je vous vois là troublée, dites-moi à quoi vous pensez. Votre peine, oubliez-la donc, cherchez plutôt consolation. » « Ami, dit-elle, je songeais. Vos compagnons, je les voyais. Jamais dame de mon parage, fût-elle belle, noble et sage, tels hommes n'aimera d'amour pour les perdre le même jour. Hormis vous, blessé seulement, mais qui naguère étiez mourant. Or, moi qui vous ai tant aimé, veux que mon deuil soit mémoré. De vous 4 ferai un lait. Les 4 deuils le nommeraient. Le chevalier lui répondit tout aussitôt qu'il l'entendit. Dame, qu'il soit donc composé, mais nommez-le le désolé. Et sachez pour quelle raison il se doit de porter ce nom. Les autres sont morts à présent. Ils ont usé leur vie durant le grand malheur qu'ils enduraient pour cet amour qu'ils vous portaient. Mais moi qui suis restée en vie, le cœur désolé et meurtri, je peux voir aller et venir celle que j'aime à en mourir. Je lui parle matin et soir, et ne puis nulle joie avoir, ni l'étreindre, ni l'embrasser, ni nul autre hormis lui parler. Tel mot me faites-vous souffrir, que mieux vaudrait pour moi mourir. Qu'il soit donc d'après moi nommé et baptisé le désolé. Qui des 4 deuils le dira, pour lors son vrai nom changera. Elle dit, ce m'est bel et bon, que le désolé soit son nom. Ainsi fut le lait commencé, puis achevé et récité. Plus rien n'est oui, plus rien n'en sait, et plus ne vous en compterai. Épilogue. Al finement de cet écrit, quand roman s'est traité et dit, me nommerai pour remembrance Marie Ainun, si suis de France. Tout à la fin de cet écrit, qu'en français j'ai conçu et dit, me nommerai pour remembrance Marie et nom, et suis de France. Tout à la fin de cet écrit qu'en français j'ai conçu et dit, me nommerai pour remembrance Marie et nom, et suis de France. 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 Marie et non, et suis de France. Marie et non, et suis de France.